Europe 1, Pascal Praud et vous. Il est 16h46. Nous parlons évidemment de l'affaire Jubilard, mais nous allons parler maintenant de l'affaire Lola, qui avait 12 ans, vous le savez. Elle a été violée, torturée, asphyxiée, tuée le vendredi 14 octobre 2022 à Paris. Elle rentrait du collège à pied, 200 mètres à parcourir pour rentrer chez elle. En arrivant devant son immeuble, Lola était tombée sur cette jeune femme algérienne, Dabia Benkired, 27 ans aujourd'hui. Elle était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis 2 mois. Elle n'avait rien à faire en France. Alors évidemment, ça n'a absolument aucun rapport avec l'affaire dont on parlait à l'instant, et j'imagine qu'une affaire comme celle-là, vous n'auriez pas envie de défendre Maître Garbarini, vous n'auriez pas envie de défendre Dabia Benkired, mais Jean-Baptiste Marty est avec nous. Il se trouve quand même que cette jeune femme, elle est défendue, parce que c'est aussi la gloire, si j'ose dire, des avocats, ou l'honneur des avocats. Jean-Baptiste, vous êtes journaliste du service police-justice d'Europe 1. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se sont passés les débats depuis ce matin ? Eh bien, Pascal, ce que je peux vous dire, c'est que là, à l'instant même, sur les télévisions, le corps de Lola vient d'être projeté. On a vu la fillette entièrement nue, recroquevillée dans la malle, du scotch gaffeur gris sur son visage. La mère de Lola et son frère, devant ces images insoutenables, sont sortis de la salle. Ils sont beaucoup, il y a une vingtaine de proches qui les ont accompagnés. Ils sont tous vêtus d'un t-shirt blanc grimé d'un dessin de la jeune fille. Ils ont tous donc quitté cette salle en pleurs. Ils sont revenus au bout de quelques minutes. Dabia, elle a le regard noir dans le box. Elle fixe les télévisions. Elle regarde comme si elle défiait en fait ce corps. Voilà, aucune émotion n'est retranscrite sur son visage. Donc une journée très douloureuse pour la famille de Lola. Ce matin, Delphine Davier, donc la maman, et Thibaut, un de ses grands frères, sont arrivés, donc je vous l'ai dit, entourés d'une vingtaine de proches au moment de l'arrivée de Dabia Benkired dans le box des accusés. Certains membres de la famille ont éclaté en sanglots, ils sont sortis quelques minutes de la salle. Autre moment fort depuis ce matin, Delphine Davier s'est avancée en pleurs à la barre avec son fils. Le président leur a alors demandé ce qu'ils attendent du procès et de la justice. Eh bien, ils ont répondu que la justice soit faite et qu'elle soit rendue. La maman, c'est ce que la maman a répondu. Delphine Davier a ensuite demandé si elle pouvait se tourner vers l'accusé avec son fils. Le président a accordé cette faveur, et c'est Thibaut qui a réussi à prendre la parole. Au nom de toute la famille, des cousins de ma mère, on aimerait que vous disiez la vérité, rien que toute la vérité, aussi au nom de la France. Voilà ce que Thibaut a demandé à Dabia Benkired. Dans la salle, donc de nombreuses larmes ont coulé sur les joues du public également, même certains journalistes très émus. Dabia, elle, dans le box, a toujours eu depuis ce matin le regard vide. Lors de ses premiers mots, elle a demandé pardon. Toutefois, j'aimerais demander pardon à toute la famille. C'est horrible ce que j'ai fait, je le regrette pas, mais on sent très peu de sincérité dans la voix de cet accusé. Merci beaucoup Jean-Baptiste Marty. Il est 16h49 et on est avec Maître Garbarini qui est venu pour parler de l'affaire Jubilard, mais évidemment vous avez aussi un avis sur cette affaire Lola. On est toujours surpris de la demande des familles qui ont un besoin de comprendre et qui s'adressent régulièrement à l'auteur du crime en lui disant « dites la vérité, dites-nous comment ça s'est passé », comme si ce travail de deuil passait par cette vérité. Oui, forcément, les familles de victimes, elles veulent savoir, parce que c'est la magie de la cour d'assises, c'est l'oralité des débats. Donc, on est encore une fois dans une sorte de huis clos, mais de huis clos où tout peut se dire. Et puis, on attend des explications, parce que la famille, même si elle est allée chez l'avocat et qu'elle a lu des procès-verbaux, ce qu'elle veut entendre, c'est la parole de la personne qui a tué, là, en l'espèce. Les débats, ils sont à la fois très durs, mais très simples, puisque il n'y a pas de problème de culpabilité. Donc là, on sait que c'est elle la coupable. Donc, si vous voulez, la marge de manœuvre de la défense, c'est sur le quantum de la peine. Parce que normalement, il va être requis le maximum. Et le travail de l'avocat, ça va essayer... Qu'est-ce que l'avocat peut dire ? Qu'est-ce que vous pourriez dire ? Vous, par exemple, on est dans un des crimes les plus horribles de toutes ces dernières années. C'est quelque chose d'absolument terrifiant. Si, par exemple, elle vient vers vous, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites oui ?
Je prends pas le dossier, moi. Ça, vous le savez tout de suite. Ah oui, je prends pas le dossier parce que je comprends. Il faut attention, il faut absolument qu'elle soit défendue. Ça fait partie des principes de notre société et des sociétés civilisées. Et encore une fois, le confrère ou la consoeur qui défend cet accusé mérite vraiment notre plus grand respect. Maintenant, la seule chose qu'il puisse faire, c'est d'essayer de démontrer que cette femme qui a commis ce crime horrible, elle a quand même un peu d'humanité. La marge de manœuvre, elle n'est que là. Donc c'est essayer de s'accrocher. C'est-à-dire que Badinter disait, quel que soit le pire des criminels, je dois, moi, avocat, montrer que chez lui, il y a une part d'humanité. Voilà, c'est l'enjeu. Il est donc c'est dans ce dossier. Ce qui va être capital, c'est l'audition des experts. L'expert psychiatrique et l'expert psychologique. Voilà. Jean-Baptiste Marty, ce que je remarque de ce que Jean-Baptiste est toujours avec nous, ce que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est quand même l'attitude. Parce que c'est toujours cela, l'attitude de celle qui est présumée innocente, mais bien sûr, présumée innocente dans ces cas-là, on comprend ce que ça veut dire. Et vous dites l'œil noir, l'absence de sincérité, de compassion, d'empathie, elle n'a pas pleuré, il n'y a pas d'émotion, et c'est cela que vous avez remarqué depuis ce matin. Tout simplement, elle ne bouge pas. Elle a toujours le regard fixe, figé, soit en direction de la cour, soit droit devant elle. Elle regarde ses chaussures. Sur son visage, aucune expression, pas un sourire, pas une larme, rien. Voilà, on sait que Dabia Benkiret, c'est une personne très très spéciale. Elle fumait beaucoup de cannabis avant le meurtre. Ça, elle l'a déclaré ce matin, jusqu'à 20 joints par jour. Voilà, on sait également qu'après le crime devant les enquêteurs, elle avait comparé le meurtre de Lola au sacrifice du mouton durant l'Aïd. Et là, avec le premier enquêteur, on vient d'apprendre qu'elle avait fait des recherches sur Internet après, juste avant le crime, par exemple une recherche intitulée Prière de l'islam, ou une autre sur le sacrifice qui est très troublant lorsqu'on sait que Dabia a bu du sang de Lola après l'avoir tuée. Et Lola, c'était prémédité, c'est un assassinat, ou c'est les circonstances de l'enlèvement de Lola? Oui, c'est une sorte de vengeance qui avait été mise en place. Le mobile, c'est ce que les jurés vont chercher à déterminer pendant toute cette semaine. L'audience va durer jusque vendredi prochain. Sous les pieds de Lola, sous la plante des pieds, il y avait 2 chiffres inscrits que Dabia a inscrits au rouge à lèvres, 1 et 0. Et les enquêteurs sont sur une piste selon laquelle la mère de Lola, qui était la gardienne de l'immeuble, avait quelques jours auparavant refusé de donner un badge d'entrée dans l'immeuble à cette même Dabia. Et ils seraient sur la piste donc d'une vengeance, d'un règlement de compte, 1-0 comme 1 pour moi, 0 pour vous. Bon, on va marquer une pause dans quelques instants parce qu'il est 16h54 et on marquera une pause. Vous allez rester bien sûr avec nous. Mais avant cela, je voulais qu'on écoute Delphine, qui est la mère de Lola. Elle était interrogée en novembre dernier sur France 2 et elle évoquait le moment de la disparition de sa fille. J'ai regardé mon mari et j'ai dit, je sens quelque chose de... Alors, je ne sais pas l'expliquer, mais j'ai ressenti un gros coup de poignard à ce moment-là. Dès l'instant où j'avais plus de nouvelles, je me suis dit, c'est pas bon, il y a eu quelque chose. Mon cœur de maman a été brisé tout de suite. Elle rentre le midi pour manger en famille. Elle repart à 2h. Elle avait cours de 2h à 3h. Et elle repart en me faisant un bisou. Elle me dit, à tout à l'heure. Ce jour-là, on partait le soir, normalement, au mobil-home. Donc, j'ai fait une demi-heure de sieste. Et je me dis que j'aurais peut-être pas dû faire cette sieste parce que d'habitude, je sors à ce moment-là quand elle rentre. Et je l'aurais forcément croisée. L'émotion de la mère de Lola qui est évidemment toujours dans ce moment-là, ce moment où sa fille a disparu. Je remercie Jean-Baptiste Marty. Les audiences se sont terminées à 16h55. Non, elles se poursuivent. Ce sont les enquêteurs qui sont actuellement à la barre. Et donc, vous l'avez dit, le jugement est attendu vendredi prochain. Le verdict, Pascal, vendredi prochain. Écoutons Thibaut, qui est le grand frère de Lola, toujours en novembre dernier sur France 2. Du coup, je prends la sortie de gauche à 15h15. Et c'est là qu'on a eu l'idée d'aller voir les caméras de surveillance des entrées.
Et là, c'est là que j'ai vu, du coup, on a vu notre sœur, ma sœur, rentrer à 15h17 par l'autre porte que j'ai pas prise depuis ce jour. Je me dis que si j'aurais pris à droite au lieu d'à gauche, rien ne serait passé et on serait toujours à 4. C'est ça qui est terrible, de refaire chaque jour et de voir que les choses auraient pu être différentes.